Et si on imaginait un système bancaire mondial qui fonctionne sans un de ses piliers, l'intérêt? Eh bien, c'est la promesse un peu folle de la finance islamique, et aujourd'hui on va décortiquer ensemble comment elle s'y prend. Alors voilà la grande question, le véritable casse-tête. Comment une banque peut-elle gagner sa vie si elle n'a pas le droit de facturer des intérêts? C'est le mystère que l'on va résoudre. Pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va poser les bases. Ensuite, on partira en voyage, en Iran et en Jordanie pour voir deux modèles qui s'opposent. Et enfin, on verra comment la théorie se confronte au réel et quel choix fondamental ça implique. Allez, on attaque par la base. Une banque sans intérêt, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, c'est avant tout un changement total de philosophie par rapport à ce qu'on connaît. Ce visuel résume parfaitement la rupture. D'un côté, la banque classique, une relation prêteur-emprunteur, et le profit vient de l'intérêt. Simple. De l'autre côté, la banque islamique. Là, on parle d'une relation de partenaire, d'investisseur. Le profit vient du succès d'investissement bien réel. Et surtout, le risque est partagé. C'est ça le point clé, la vraie différence. Mais attention, il ne faut pas croire qu'il y a une seule finance islamique. En réalité, il y a plusieurs approches. On va se concentrer sur deux philosophies quasi opposées, une où la banque est un simple agent et une autre où elle devient un vrai partenaire d'affaires. Le premier modèle, c'est le wakala. L'idée est assez simple, on donne un mandat à la banque, on la nomme comme notre agent, pour qu'elle investisse notre argent. Et pour ce service, elle touche une commission à montant fixé à l'avance. C'est un peu comme si on payait un gestionnaire de fonds pour qu'il s'occupe de notre portefeuille. Et puis, on a le mudaraba. Et là, on change complètement de logique. On est dans un vrai partenariat. Le déposant amène l'argent, la banque amène son expertise. Et si le projet est rentable, on se partage des bénéfices selon un pourcentage défini au départ. On devient en quelque sorte l'associé capitaliste d'une entreprise. Le wakala, c'est simple, c'est net. Un investissement génère du profit. La banque prend sa part du gâteau, sa commission convenue à l'avance, le hek al-wikala. Tout le reste va directement dans la poche du déposant. C'est un contrat de service, clair et sans surprise. Maintenant, comparez avec le mudaraba. Ici, pas de commission fixe. Quand il y a un profit, on le met sur la table et on le partage entièrement. Le point crucial, c'est ce ratio, ce pourcentage fixé à l'avance. Par exemple, 60% pour le déposant qui a apporté l'argent, 40% pour la banque qui a apporté son savoir-faire. Ce n'est plus un service, c'est une association. Ok, assez de théorie, allons voir comment ça se passe dans la vraie vie. Première escale, l'Iran. Là-bas, le modèle wakala a été adapté avec un but très précis en tête, la sécurité avant tout. Et dans le système iranien, il y a une règle qui change absolument tout. Le capital est garanti. On ne peut pas perdre sa mise de départ. En plus de ça, la banque annonce à l'avance un profit prévisionnel. Ça donne une sorte d'objectif de rendement, une promesse de gain. Maintenant, on change complètement de continent et de philosophie, direction la Jordanie, où le modèle mudaraba, celui du partenariat, est pris très au sérieux jusqu'au bout de sa logique. En Jordanie, le système est radicalement différent. Bien sûr, on partage les profits, mais, et c'est le point fondamental, on partage aussi les pertes. Pour encaisser les chocs, une partie des bénéfices est mise de côté dans un fonds de sécurité. Et ici, pas de promesses, pas de profit prévisionnel, on attend les vrais résultats, les bons comme les mauvais. Voilà à quoi ça ressemble concrètement. Sur 100% de bénéfices, 60% pourraient revenir au déposant, 30% à la banque pour son travail, et regardez bien, ces 10% qui restent sont directement versés dans le fonds de secours. C'est un matelas de sécurité qu'on construit au fur et à mesure. Alors concrètement, si un projet tourne mal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plusieurs boucliers. D'abord, on prend sur les profits de l'année. Si ça ne suffit pas, on pioche dans le fameux fonds de sécurité. Et ce n'est qu'en tout dernier recours, si vraiment toutes les autres options sont épuisées, que le capital des déposants pourrait être affecté. Le risque existe, mais il est très encadré. Ça, c'est pour la belle théorie. Mais c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. On va voir ce qui se passe quand ces modèles sont confrontés au monde réel. Et là, les choses se compliquent un peu. Cette phrase, elle résume tout le paradoxe du système iranien. En pratique, le taux de profit prévisionnel prend souvent une forme définitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons les chiffres. Regardez bien ces chiffres qui viennent d'Iran. Au début, on voit un petit écart entre le taux prévisionnel et ce qui est réellement versé à la fin. Mais regardez bien ce qui se passe à partir de l'an 1374 du calendrier persan. C'est incroyable, les deux taux deviennent identiques, parfaitement identiques, année après année. Et là, forcément, on est obligé de se poser la question qui dérange. Si le profit est en fait un taux fixe, garanti et connu d'avance, est-ce qu'on peut encore vraiment parler de partage du risque? Est-ce que la pratique n'a pas fini par contredire le principe de base? Ce graphique est sans appel. Il met une image sur les chiffres qu'on vient de voir. On voit la différence entre le profit annoncé et le profit réel s'effondrer,
jusqu'à atteindre 0. Le taux prévisionnel n'est plus une prévision, c'est devenu une certitude, une garantie. Et cette garantie a un effet pervers, surtout dans un pays comme l'Iran, qui connaît une forte inflation. Imaginez, on reçoit un profit de 10%. C'est bien. Mais si dans le même temps, les prix augmentent de 15%, eh bien en réalité, l'argent déposé a perdu de sa valeur. On a gagné de l'argent, mais on a perdu du pouvoir d'achat. C'est ce qu'on appelle un rendement réel négatif. Du coup, on arrive à la conclusion au cœur du sujet. Dans la pratique, la banque islamique, c'est l'histoire d'un arbitrage constant entre deux grandes idées, la sécurité et le partenariat. Ce tableau résume tout le dilemme. D'un côté, le modèle iranien, qui a clairement choisi la sécurité. Pas de risque pour le capital, mais un rendement qui ressemble à s'y méprendre à un taux d'intérêt fixe. C'est une relation client-fournisseur. De l'autre côté, le modèle jordanien, qui joue à fond la carte du partenariat. Le risque est réel et partagé, le rendement est variable et la relation est celle d'associés. Au final, la vraie question qui se pose, c'est celle-ci. Dans un système financier, qu'est-ce qui compte le plus ? La sécurité absolue d'une garantie, même si elle cache un peu la réalité du risque, ou l'éthique d'un partenariat authentique avec ses succès mais aussi ses échecs potentiels. C'est tout le débat passionnant que soulève la finance islamique. Merci d'avoir suivi cette analyse.